Je m'appelle Alison Delmer, Associate Director du Centre européen d'excellence à l'Université de Pittsburgh. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance de conversation sur l'euro. Cette fois, la conversation sera consacrée au sujet de la France comme leader mondial. Je réserve un accueil particulièrement chaleureux à nos partenaires des centres européens d'excellence qui nous rejoindront de Florida International University, l'Université de Wisconsin à Madison et l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, Matt Rosenstein, Christine Cayley, Elizabeth Covington et Kate Lewis-Bowersox. Aujourd'hui, notre modérateur sera Dr. Pierre Landry, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Pittsburgh et fellow au Research Center for Contemporary China à Peking University. Dr. Landry va nous présenter les intervenants cet après-midi. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que vous pouvez suivre la discussion sur Twitter en utilisant le mot-key #HitCoE, HitCoE. Veuillez donc vous assurer d'ajouter ce mot-clic à vos tweets pour que nous puissions vous répondre aux besoins. Les questions de l'audience seront prises pendant la période de questions-réponses, soit en anglais, soit en français. Et sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à Dr. Landry. Merci beaucoup et bienvenue à cette conversation sur l'Europe, donc consacrée aujourd'hui au rôle de la France dans le monde. Comme vous le savez, la France a été particulièrement active ces dernières années dans le domaine de la politique étrangère, avec son intervention en Libye, suivie après l'élection du président Hollande par son intervention en Afrique et au Mali, ce qui a valu au pays d'être considéré par la presse internationale comme un pays qui se veut être une superpuissance de petit ordre et qui a joué un rôle plus important que son économie ou la taille de son armée pourrait peut-être présager. Nous avons aujourd'hui 3 experts qui vont nous permettre de développer ces thèmes sur le rôle de la France dans le monde d'aujourd'hui. D'abord de Wisconsin-Madison, professeur Boswell, qui est un expert de l'histoire française et qui pourra peut-être nous illuminer sur la perspective de longue durée du rôle de la France dans le monde. À l'université de l'Illinois Urbana-Champaign, professeur Maty, qui est un expert de la culture française et en particulier de cette idée de la mélancolie en France. Les Français sont connus pour être en général maussades ou râleurs, et il y a peut-être une certaine dissonance entre la façon dont les Français perçoivent le rôle de la France dans le monde et la manière dont la France est perçue, elle, à l'étranger. Et enfin, ici à l'Université de Pittsburgh, professeur Peterson, qui est un expert sur la culture française et le cinéma français, qui pourra peut-être aussi nous illuminer sur la façon dont les Français interprètent le monde d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais demander au professeur Boswell sa perspective. Quel est aujourd'hui le rôle de la France en tant qu'historien? Comment voyez-vous son évolution depuis la Constitution de 1958? Comment passe-t-on de Charles de Gaulle à François Hollande? Et comment la France a-t-elle aujourd'hui les moyens, ou a-t-elle vraiment les moyens de jouer un rôle de superpuissance tel qu'elle le fait en Afrique en particulier? N'est plus depuis longtemps une superpuissance. Elle l'était au XIXe siècle, peut-être encore pendant l'entre-deux-guerres, mais c'est une puissance moyenne, c'est un pays qui a un rôle européen. Et ce qui est vraiment frappant, je pense aujourd'hui, c'est que même au sein de l'Europe, la France a quelque part perdu le rôle de leader qu'elle avait, pour reprendre votre mot, qu'elle avait certainement au moment de la construction européenne, et se retrouve d'un point de vue économique, mais dans d'autres domaines aussi, pas forcément dépassée, mais elle se retrouve dans une position par rapport à l'Allemagne qui est plutôt difficile. Donc je pense à ce niveau-là, il y a un changement assez profond au niveau de la politique extérieure. C'est assez difficile à interpréter. Si on lit les médias américains, on voit que certains conservateurs aux États-Unis se félicitent quelque part que la France ait une position assez dure sur des questions de politique extérieure, par exemple en Libye, au Mali, en Syrie, par exemple.
pense qu'il y a ce qui a changé, c'est, si vous voulez, cette politique extérieure relativement indépendante de la France date du général de Gaulle et même avant, mais pendant que le général de Gaulle était président de la République, c'était vraiment une politique de non-alignement, pardon. C'est-à-dire que la France voulait se distinguer des États-Unis et de la Russie. Tandis que maintenant, c'est une politique, en fait, d'alignement quelque part sur une politique de l'Alliance Atlantique, sauf que la France a une position peut-être un peu plus dure. Donc, c'est plus du tout, je pense, une politique qui était vraiment indépendante, hein, dans le bon sens et peut-être dans le mauvais sens qu'on retrouvait dans les années 60, peut-être dans les années 70. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un changement assez profond, historiquement. L'autre changement, ce n'est pas forcément un changement, mais l'autre perspective qu'on peut prendre pour essayer de comprendre la politique extérieure de la France aujourd'hui, c'est que c'est aussi un reflet du manque de politique extérieure commune en Europe. Hein, c'est-à-dire que l'Europe essaye depuis longtemps d'avoir une politique extérieure commune. Elle en a une, mais sur les dossiers chauds, par exemple sur la Syrie, sur l'Iran, sur les dossiers problématiques, les Européens ont énormément de mal à trouver des positions communes, des accords, et donc la France et la Grande-Bretagne prennent des positions indépendantes. Donc il y a des politiques extérieures un peu séparées. Donc quelque part, c'est presque un reflet de la faiblesse d'une politique extérieure commune à l'Europe. Et si on se situe dans une perspective européenne, c'est un vrai problème. Merci. Professeur Maty, avez-vous quelque chose à dire sur la façon dont les Français interprètent aujourd'hui leur rôle dans le monde? Oui, je disais simplement que les Français sont souvent plus pessimistes sur l'image de la France à l'étranger ou sur le rôle de la France. Ils ont certainement intériorisé l'idée qu'ils sont une puissance moyenne, comme disait mon collègue. Et en même temps, la France reste un pays important, je crois, dans les représentations internationales, notamment en Afrique, mais aussi en Europe. Enfin, je dirais qu'il y a quand même deux rôles institutionnels importants que la France continue à avoir. Bon, son influence dans l'Union européenne, certainement. Le couple franco-allemand est souvent soumis à des tensions, mais il existe toujours. Et puis, quand même, la France, alors il y a beaucoup de gens qui contestent cette position, mais la France reste quand même un membre permanent du Conseil de sécurité des États-Unis, des Nations Unies. Et donc, en ce sens, elle a encore un rôle important à jouer dans les relations internationales. C'est d'ailleurs intéressant que mon collègue ait dit qu'aujourd'hui, certains Américains se félicitent que la France soit engagée aux côtés des États-Unis, mais je rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient, surtout chez les conservateurs américains, pour essayer d'éjecter la France du Conseil de sécurité. En particulier, je me souviens d'un article de George Will qui avait dit que la France était un petit pays qui n'avait aucun rôle à jouer, qui devrait être éliminé. Donc, la France peut encore jouer un rôle de ce point de vue-là, et à cause de sa position, par exemple, aux Nations Unies, et aussi bien dans le cas du Mali que dans le cas de la Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années, les Français sont intervenus pour soutenir une proposition des Nations Unies. Pensez-vous qu'il y a des clivages entre l'opinion publique et les élites françaises, ou est-ce que le changement d'attitude que l'on observe par rapport à l'Irak, par exemple, est un reflet d'un changement politique à la tête de la France? Un président conservateur ou comme Chirac, par rapport à un président comme François Hollande, ont des visions différentes de la politique étrangère. On constate quand même une grande continuité dans l'intervention de la France au point de vue international, depuis Chirac jusqu'à Hollande. Au fond, l'intervention, par exemple, en Côte d'Ivoire sous Chirac n'est pas tellement différente, à mon avis, de ce qui se passe pour le Mali. Les raisons étaient les mêmes. C'est-à-dire que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement ivoirien qui a demandé à la France d'intervenir. Dans le cas du Mali, c'est le gouvernement malien qui a demandé à la France d'intervenir. Donc là, il y a quand même des ressemblances assez frappantes de ce point de vue-là, à mon avis. Et puis,
je crois que ce qui joue un rôle important, enfin, dans le débat sur le Mali, par exemple, il y a eu quand même très peu de débats parlementaires et on pourra peut-être parler de ça dans la suite de la conversation. Est-ce que la politique étrangère reste le domaine réservé du président, comme le voulaient les gaullistes, ou est-ce que les citoyens ont quelque chose à dire sur l'intervention française à l'étranger? En tout cas, il y a eu quand même très peu de débats de ce point de vue-là sur le Mali, et on a constaté que la droite et la gauche en France avaient soutenu le gouvernement. La seule opposition à l'intervention du Mali est venue de l'extrême gauche et des Verts, des écologistes. Mais sinon, il y avait une sorte d'union sacrée de la droite et de la gauche pour soutenir l'intervention au Mali. Et au mois d'avril, le Parlement a donné au gouvernement français l'autorisation ou le soutien pour continuer l'intervention et les Français sont toujours au Mali. Professeur Peterson, vous êtes expert de la culture française, du cinéma français. Comment les élites intellectuelles françaises voient la France et comment sont-elles perçues par les Américains? Disons, je pensais un peu comme introduction de proposer un autre terme. On a commencé à parler de la superpuissance en termes économiques ou puissance politique. Mais bon, un autre terme qui est utile pour comprendre la façon dont les Français imaginent la politique étrangère et les étrangers imaginent la politique de la France, c'est le côté exemplaire. Il y a une certaine exemplarité dans la conception de la démocratie française. C'est-à-dire, même si on fait des choses qui ont une valeur symbolique à une échelle mondiale. Par exemple, je pense à l'opposition à la guerre en Irak, à différents moments. Donc, je pense que cette dimension symbolique de la politique étrangère reste toujours très importante pour comprendre la façon dont les Français voient leur identité dans le monde. Et ça nous permet de rentrer dans le monde de la culture. La culture française a toujours été un composant important de la politique étrangère. Je lisais il y a quelques jours un article dans Le Monde sur la fermeture possible, le déménagement du Centre culturel français à Berlin et d'un lever de bouclier qui se passe en Allemagne pour préserver l'institution telle qu'elle existe aujourd'hui, alors qu'il y a des risques de coupes budgétaires. Est-ce si important que cela d'avoir une politique culturelle, une présence comme les instituts français ou une présence dans l'éducation? Alors, vous me demandez si... Moi, je pense que c'est important. Oui, enfin, la culture reste quand même... au moins aux États-Unis, la porte d'entrée pour la plupart des jeunes lycéens, etc., ça reste la principale porte d'entrée. Et bon, je pense quand même que la France reste un exemple d'une politique culturelle qui est une autre manière de concevoir le pouvoir que uniquement le pouvoir économique. Et c'est une des principales manières dont la France fait pression ou fait contourner un peu la superpuissance de la culture américaine. Donc, bon, l'Allemagne fait un peu la même chose avec les instituts Goethe, etc. Ça reste quand même, la politique culturelle reste une autre, je ne veux pas dire terrain de bataille, mais une autre terrain de compétitivité que uniquement les industries, l'économie, etc. Professeur Boswell, vous avez donc entendu cette conversation. Sur le long terme, le rôle de la France dans le domaine de la culture, vous pensez que c'est quelque chose qui a distingué la France d'autres pays européens? Et on a entendu, donc, professeur Patterson a parlé de la spécificité de la démocratie française. Qu'est-ce qui contraste la démocratie française, par exemple, à la démocratie américaine? C'est une vaste question. Pour parler d'abord du rôle historique de la culture française, je pense que ce qui a changé au cours des dernières décennies, c'est le déclin relatif du français dans le monde. C'est-à-dire que le français était une langue, c'était au XIXe siècle, toutes les élites en Europe parlaient français. L'aristocratie russe parlait français. C'est terminé. Le français a été remplacé en grande partie par l'anglais et ça a des conséquences très importante sur pas forcément le développement de la culture française, mais la manière dont la culture française est perçue à l'étranger.
Donc on le voit très bien aux États-Unis, il y a quand même un déclin relatif d'intérêt dans la langue française, dans la culture française, dans l'histoire française. Et j'ai un collègue à côté de moi qui justement essaye de développer un programme pour essayer de réfléchir à comment on peut se servir du français pour justement donner créer des chances professionnelles pour des étudiants aux États-Unis. En ce qui concerne ce qui contraste la démocratie française et la démocratie américaine, je pense que c'est moins une question ce sont des modèles différents, mais qui sortent tous les deux du siècle des Lumières. Donc, ce sont des origines qui sont en fait assez similaires quelque part. Donc, dire que c'est ça qui rend leur intérêt ou la comparaison entre la France et les États-Unis intéressante, c'est que sur papier, ce sont des modèles politiques assez différents, avec des traditions très différentes, mais il y a il y a des conceptions qui émergent du siècle des Lumières qui sont très importantes, qui sont communes, ou des valeurs communes, des valeurs de démocratie, valeurs des droits de l'homme, qui sont communes aux deux démocraties. Donc moi, je mettrais plutôt je soulignerai plutôt ce qu'elles ont en commun que ce qu'elles ont de différent quelque part. Professeur Maty, quels sont les intellectuels français aujourd'hui que vous considérez comme étant les plus importants pour conceptualiser le rôle de la France dans le monde? Il y a un nom qui certainement... Il y a un nom qui vient tout de suite à l'idée, c'est le nom de Bernard-Henri Lévy, puisqu'il est bien représenté et bien représentatif du fait qu'un certain nombre d'intellectuels français ont toujours poussé à ce que la France ait un rôle très important dans le monde, et surtout au niveau des droits de l'homme, par exemple. Par exemple, Bernard-Henri Lévy, il a été très, très actif pendant la guerre en ex-Yougoslavie, par exemple, il y a une vingtaine d'années. Il a aussi été très impliqué sur la question des printemps arabes. Donc, je pense qu'il y a une frange des intellectuels français qui veut toujours que la France ait un rôle spécial, quelle que soit sa puissance économique ou le déclin de sa puissance économique, que la France est toujours une sorte de voix prophétique dans le monde pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, etc., toujours en référence avec des événements de l'histoire de la France qui n'ont pas été seulement des événements français, mais qui ont été des événements mondiaux comme la Révolution française, par exemple. La Révolution française est devenue un événement européen, puis un événement mondial à cause des valeurs qu'elle véhiculait pour un certain nombre de gens à partir du 19e siècle. Donc je crois que les intellectuels français, ils pensent qu'ils ont encore un rôle à jouer à cause de cette tradition, de cette histoire. Alors évidemment, on peut débattre sur le fait qu'ils comptent encore ou pas, mais eux, ils veulent compter et ils pensent qu'ils comptent encore. On a l'impression de l'extérieur qu'en fait, ils ont une véritable influence sur les politiques français, alors que les intellectuels américains sont en général plus en retrait par rapport à les politiques publiques qui sont formulées à Washington. Ouais, pourquoi les politiques français sont-ils capables d'accepter d'être influencés par quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy? Je crois que ça tient à l'histoire des intellectuels en France et au rôle que la culture a toujours joué. On en a déjà un petit peu parlé, a toujours joué dans la politique française. Le fait que les écrivains ont toujours fait de la politique en France. On pense à Zola, par exemple. Et puis, les présidents de la France ont toujours voulu écrire des livres. Donc, les deux domaines, le domaine de la culture, de la littérature et de la politique ont toujours été très, très imbriqués en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Je rappelle que quand Jean-Paul Sartre, que je pense tout le monde connaît encore, quand Jean-Paul Sartre a écrit une lettre ouverte à Charles de Gaulle pour lui demander de mettre fin à la guerre d'Algérie, Charles de Gaulle a répondu à la lettre de Jean-Paul Sartre en disant « Mon cher maître ».
Alors on peut très mal imaginer qu'un président américain appelle à des écrivains ou des philosophes qui le contestent sur la politique étrangère, lui répondent en l'appelant mon cher maître. Et je crois que ça continue toujours d'une certaine manière. Alors, David, il y a un terme en France qui est utilisé, le microcosme, qui est souvent une façon d'interpréter les élites en général sorties de l'ENA ou ce cercle assez fermé de décideurs. Est-ce que vous pensez que la façon dont les élites françaises sont recrutées, la façon dont elles travaillent ensemble, est un avantage ou un inconvénient pour le développement politique de France? Ah, ça c'est une excellente question. Et non, en fait, c'est intéressant que les élites justement doivent passer un examen de culture. Ouais, il y a comme en France, la culture générale, oui, justement. Il y a cette idée qu'on a quelque chose en commun qui définit l'élite, alors qu'aux États-Unis, on a d'autres valeurs qui définissent la possibilité d'une personne. Et cette idée qu'il y a quelque chose en commun à acquérir pour faire partie de l'élite, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué. Donc on a parlé pendant la dernière décennie des différentes tentatives de discrimination positive, par exemple à Sciences Po, etc. Même le terme, enfin, on utilise un autre terme aux États-Unis, affirmative action, qui est un peu moins négatif. Le terme discrimination discrimination positive, qu'on dit en France, il y a déjà, c'est déjà codé. Disons personnellement, j'ai l'impression qu'on doit un peu inclure d'autres cursus, d'autres personnes dans l'élite, mais il reste toujours difficile de trouver des manières de convaincre les Français qu'il est nécessaire d'inclure, par exemple, les jeunes de la périphérie de Paris, par exemple, de leur donner accès et du soutien. Il est à la fois difficile de convaincre les Français de le faire et de trouver des manières administratives de le permettre. Donc, personnellement, une démocratisation de l'élite, c'est quelque chose. Pour en revenir aux jeunes en général issus de l'immigration et un certain rejet en France de ces élites, on a vu depuis maintenant presque 30 ans le Front National gagner du terrain. Politiquement, c'est aujourd'hui un parti tout à fait important qui peut se targuer de victoires récentes. Est-ce qu'il y a un fossé qui sépare une certaine partie de la population française qui rejette l'Europe, qui rejette l'immigration, qui rejette peut-être la globalisation, comme on l'appelle, et d'un autre côté une France plus ouverte, plus active, plus parisienne peut-être, qui a accepté l'Europe et qui accepte cette idée d'un rôle important de la France dans le monde? Disons, il y a différentes communautés. Pour la question de la globalisation, bon, c'est un fait maintenant. J'ai l'impression que les Français ne peuvent plus ignorer le fait de la globalisation. Et j'ai l'impression que les Français se rendent compte à quel point la société française est en train de muter profondément. Et ça, c'est en cours depuis très très longtemps, justement avec les différentes vagues d'immigration. Mais quand nous traversons une période de crise, il y a certaines, disons, marques de différence qui prennent une valeur symptomatique. Il y a des angoisses sur l'avenir de la France qui se déplacent justement sur ces jeunes, par exemple, de banlieue. Donc, il y a différentes communautés. À Paris, on ne peut pas généraliser que tout Paris accepte la diversité. Ça dépend de là où nous sommes. Mais disons, la France doit faire face à cette autre image d'elle-même qui est en train de... Professeur Boswell, comment voyez-vous le rôle de cette transformation de la société française qui se fait aujourd'hui? Comment vous la comparez-vous aux autres crises à laquelle la France a été confrontée les années 30, par exemple, avec la Grande Dépression, la montée à l'époque des ligues et d'une certaine forme d'extrême droite, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la France de Vichy. Est-ce que nous revenons aujourd'hui dans ce schéma ou est-ce que le Front National tel qu'il se développe reflète d'autres intérêts ou une autre manière de critiquer la façon dont les élites françaises gèrent le pays? Il y a eu plusieurs vagues au cours des dernières 150 années, disons, où l'extrême droite, ou la droite radicale,
a été relativement puissante en France, et ce sont souvent été des moments à la fin du 19e siècle, dans les années 30, où c'était associé à une montée quand même assez importante de l'antisémitisme. Je pense ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le Front National est un parti. Tout le problème, c'est de savoir d'abord quelle est la relation entre le Front National et les partis des années 30. Mais je pense que le Front National, ce que le Front National a fait, et c'est un parti politique très important, il va y avoir des élections européennes bientôt ce printemps en France, et le Front National risque d'être le premier parti de France, ce qui est quand même assez remarquable. Je pense qu'il s'est... L'importance du Front National, c'est qu'au cours des 30 dernières années, c'est un parti politique qui s'est profondément enraciné dans la société française, d'abord, et qui a droitisé quelque part le discours politique français. C'est-à-dire que tout l'échiquier politique français parle des thèmes du Front National, quelque part. Les thèmes de l'immigration, les thèmes de la violence, sont des thèmes qui sont absolument centraux dans la société française aujourd'hui. Regardez le ministre de l'Intérieur du gouvernement socialiste aujourd'hui, Manuel Valls. Son discours, c'est un discours, et sa politique, c'est une politique qui cherche à capter un peu les voix du Front National, ou à retirer au Front National une certaine parole. Mais je pense que tout le discours sur... Même les socialistes ont un discours sur l'immigration qu'on n'aurait pas entendu il y a 20 ans. Donc il y a c'est toute la société française, tous les partis politiques français qui, quelque part, ont repris du Front National, parce que ce sont des thèmes porteurs. Ils n'ont pas forcément des solutions qui sont similaires. Donc, dans ce cas-là, le Front National est quand même très différent des mouvements des années 30 ou de la fin du 19e siècle, parce qu'il a un impact sur la société française qui est beaucoup plus important. Il s'est aussi enraciné dans des groupes sociaux, notamment dans le milieu ouvrier, parmi les retraités. C'est vraiment un mouvement interclassiste, quelque part. Il s'est enraciné parmi divers groupes sociaux, je pense, plus profondément que ne l'ont fait les mouvements fascistes ou soi-disant fascistes dans les années 30. Il faut rappeler que le Front National, c'est vraiment le premier parti d'extrême droite en France qui est un parti électoral, c'est-à-dire qui s'est présenté régulièrement aux élections et qui a eu des scores aux élections qui sont très importants, très distincts des mouvements des années 30 qui étaient des ligues, en fait, et qui ne se présentaient pas lors des élections du Front populaire, par exemple. Professeur Matif, croyez-vous qu'il y a un risque de repli de la France du monde du fait de justement cette présence importante du Front National? Moi, il me semble que le Front National n'a pas de politique économique, et le Front National, à ma connaissance, n'a pas de politique étrangère non plus. Donc, dans ce sens-là, s'il devient le premier parti de France, l'absence de politique étrangère aura sans doute peut-être un rôle de repli, oui. Ce que je voulais dire sur le Front National, c'est que je suis d'accord avec mon collègue, c'est que jusque au milieu des années 85, l'extrême droite en France faisait moins de 10% des voix. C'était une extrême droite qui était l'héritière disons, du fascisme, du colonialisme, etc., une extrême droite qui avait été formée pendant la guerre d'Algérie, etc. À partir de 84, on a un Front National qui est très différent, qui est une réponse, disons, à la modernité, une réponse à la crise des sociétés européennes, une réponse à l'immigration, une réponse à tout ça. Donc, c'est un produit de la modernité, le Front National. Ce n'est pas du tout un héritier des années 30. Il y a peut-être encore... un des fondateurs du Front National, Jean-Marie Le Pen, était lié à la guerre d'Algérie. Il était lié aux années 30. Mais la nouvelle génération sont des gens qui capitalisent sur la crise de la société française, sur les angoisses qui sont provoquées par
par la globalisation, etc. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut lire le Front National. Donc, dans la mesure où il a une réponse à la crise, mais à mon avis, une réponse imparfaite, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas vraiment de politique économique. S'ils étaient au pouvoir, on ne voit pas très bien ce qu'ils feraient, mais en tout cas, c'est un parti qui mord sur une grande partie de l'opinion et qui ne disparaîtra pas contrairement à ce qui s'était passé en Grande-Bretagne, par exemple, le National Front a plus ou moins disparu dans les années 90. En France, le Front National, je crois qu'il est là pour durer encore, pour rester encore longtemps. Si je peux tout simplement ajouter, j'ai entendu une très jolie formule à la radio récemment pour expliquer ce changement. Le Front National s'est républicanisé, c'est-à-dire c'est pas du tout le format des fascistes et des ligues des années 30, mais le Front National tient un discours républicain et cite même les hommes politiques de gauche. Et justement, le Front National divise la droite, comme on a déjà vu, mais aussi le Front National nous fait voir fait voir aux Français que les différences entre les partis de droite et de gauche ne sont pas aussi grandes qu'on peut penser. Et donc, une des raisons pour laquelle le Front National commence à avoir des taux de participation conséquents, c'est parce qu'il y a cette rhétorique de l'extrême qui présente une alternative, alors que les partis, l'UMP, le PS, surtout avec l'incertitude de François Hollande, on a du mal à voir quelles sont les alternatives. Je voudrais maintenant ouvrir le débat à notre public. Y a-t-il des questions à Madison? Vous pouvez poser votre question en anglais ou en français, selon votre choix, et nous répondrons en français. Oui. Madison, we cannot hear you. Just one moment. We'll have to restart. Oh, sorry, Illinois. Could you just restart your question? Thank you. Récemment, la France a issu une apologie pour les événements qui se sont passés en Algérie. Donc, de quelle manière est-ce que cette apologie a affecté la manière dont la communauté internationale voit la France? Oui, donc c'est la question évidemment du rôle passé colonial de la France et des excuses que la France formule ou ne formule pas vis-à-vis de certains pays avec lesquels elle a été en conflit. L'Algérie est évidemment quelque chose de fondamental dans l'histoire récente de la France. Professeur Boswell, que pensez-vous de cette question? Je pense que c'est une question qui, je ne sais pas si elle a un impact international très important. Ça a un impact important au sein de la société française et au niveau des relations entre la France et l'Algérie et la France et ses anciennes colonies. Je ne pense pas que c'est une question qui a... En fait, l'apologie, je ne vois pas très bien à quoi vous faites référence parce que je pense qu'il n'y a pas eu de débats importants sur, par exemple, des compensations financières, des excuses vraiment au niveau du gouvernement, si elles ont besoin d'être faites par rapport à la colonisation en Algérie ou en Afrique noire. Mais je pense que c'est un débat qui est plutôt un débat intérieur, ou un débat entre la France et les pays qu'elle a colonisés, plutôt qu'un débat qui a un retentissement international. C'est un retentissement international dans la mesure où c'est une question qui est posée à d'autres pays également qui se sont mis dans des situations similaires à la France, hein, donc d'puissance coloniale ou impériale. Professeur Maty, comment voyez-vous la passé culturel et colonial de la France? C'était quelque chose qui peut être résolu de manière réelle, la complexité du problème, ou est-ce que la France n'a pas véritablement tourné la page de son histoire coloniale? Non, je pense que tous les débats politiques aujourd'hui en France, par exemple entre les socialistes et le Front National, ce sont des débats qui sont encore ancrés dans l'histoire coloniale de la France. On a parlé il y a quelques années de guerre de mémoire en France.
Et ces guerres de mémoire continuent et la France pourrait regarder du côté de l'Allemagne de ce point de vue-là. Je pense que les Allemands ont mieux négocié la mémoire de l'Holocauste et ont mieux essayé de regarder de front ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Français. Je crois que les Français n'ont encore à faire cette remise en cause et encore à regarder la mémoire, non seulement de la guerre d'Algérie, mais aussi de la participation de la France à l'Holocauste aussi. Donc je pense que ces questions de guerre de mémoire continuent encore. Et en même temps, je pense que ce qui se passe en France, c'est que tous les débats actuels sur l'Algérie, sur la position coloniale, sont aussi en rapport avec ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens, par exemple. Et tous ces débats internationaux, en partie à cause de la présence d'une importante communauté juive et d'une importante communauté musulmane en France, tous ces moments historiques où tous ces conflits qui sont en dehors de la France jouent un rôle très important dans la politique intérieure française, dans les relations entre les Français. Et c'est sans doute pourquoi on peut dire que lorsque la France intervient en Méditerranée, elle n'intervient pas à l'extérieur parce que les problèmes de la Méditerranée, les problèmes des djihadistes, comme on dit en France, au Mali, par exemple, sont des problèmes intérieurs à la France parce qu'ils touchent des communautés françaises. Merci. Y a-t-il d'autres questions du public ? La poser ? Bonjour, j'ai une question à Madison. Est-ce que je peux la poser ? Oui, bien sûr, allez-y, Madison. Ah, merci. Je suis prof de français ici. J'ai une question un petit peu plus philosophique peut-être pour nos intervenants, justement sur la perception qu'ont les Français éventuellement ou que peuvent avoir les Français de leur propre place dans le monde, qui me semble des fois similaire à ce qu'on vit aux États-Unis dans mon pays. C'est-à-dire que je me demande des fois s'il n'y a pas en France une sorte de deuil culturel, une population qui réagit politiquement et culturellement, principalement parce qu'elle a du mal à se voir comme un pays qui rentre dans le monde avec tous les autres pays moins symboliques. C'est-à-dire que la France en tant qu'idée, un peu comme les États-Unis en tant qu'idée, parce que nous aussi on perd un peu notre place de protagoniste, un petit peu, et on a du mal à nous voir comme moins exceptionnels. Donc on parle d'exception. Je me demande si on ne peut pas quelque part lire tous ces gestes, ces grands gestes symboliques et militaires et autres comme une sorte de tentative de prouver que, et là, regardez, on est toujours là, on est toujours aussi important qu'avant. David, la France est en deuil de son exception. Oui, non, justement. Enfin, c'est ce que j'essayais de suggérer avec ce terme d'exemplarité. Je pense qu'on peut très bien invoquer un discours de mélancolie qui bon, même si ça ne nous aide pas peut-être à comprendre la logique derrière certaines actions, ça nous aide à comprendre les résonances émotionnelles et ce que ces actions signifient. Et c'est là où on peut comprendre parfois le décalage entre la presse française sur ces interventions et la façon dont ces actions sont perçues dans le reste du monde. Mais j'aime bien le terme deuil, j'ajouterais mélancolie, peut-être Jean-Philippe aura d'autres termes. Jean-Philippe, qu'en pensez-vous? Deuil ou mélancolie? Les deux. La mélancolie, c'est un deuil qui n'aboutit pas. Enfin, les gens qui sont mélancoliques, c'est des gens qui n'en finissent pas avec le deuil. Donc, on peut dire que oui, il y a une partie de l'opinion française ou de la pensée française qui n'en finit pas avec le deuil. Alors, le deuil de quoi? De tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le deuil de la Révolution française, le deuil de l'Empire, le deuil de la République, le deuil d'une certaine France homogène du point de vue ethnique et racial. Toutes ces choses sont des objets perdus de l'imaginaire français et donc on est dedans. Ouais, on est toujours en train de débattre sur la République, sur
sur qu'est-ce que c'est qu'un Français, etc. On a écrit des pages et des pages là-dessus, et je crois que c'est lié avec cette idée que la France doit faire le deuil de son passé d'une certaine manière, et ça se passe assez mal. Il y a un livre très connu qui a eu beaucoup d'influence, écrit il y a une vingtaine d'années, je crois, par un historien français qui s'appelait « Vichy, un passé qui ne passe pas ». Et je crois qu'il y a un certain nombre de passés en France qui ne passent toujours pas, la guerre d'Algérie, etc., on en a parlé. Et ça, c'est la question de la mélancolie, oui. Pour dépasser la mélancolie, il faudrait imaginer une France qui serait différente de ce qu'elle a été. Et les Français essayent de faire ça, et ça ne marche pas très bien, c'est pas facile à faire. Et ça prendra plus qu'une décennie, sans doute, pour arriver à ça. Professeur Boswell, l'historien René Raymond disait souvent qu'il y a deux France, une France de droite et une France de gauche, née de la Révolution française, et que le conflit de 89 à 92 n'a jamais été vraiment résolu. Est-ce qu'au fond, le deuil de la France n'est pas celui d'avoir été incapable de trouver un équilibre entre les aspirations de la Révolution française et sa tradition politique qui précédait 89? Je pense pas. Bien que je sois le seul historien ici, on a l'impression, en écoutant les autres intervenants, que la France est un pays qui vit dans le passé. Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que la France a fait le deuil, quelque part, de la Révolution française. C'est même pas un deuil, mais c'est plus... Je pense que la Révolution française est terminée. Il y a eu un grand débat à ce sujet dans les années 1980, et je pense que c'est une société qui maintenant... Il y a longtemps, la Révolution française. C'est plus vraiment un énorme objet de débat comme ça l'était au milieu du XXe siècle ou au XIXe siècle. Je pense que la France, comme l'Allemagne, et là je suis pas d'accord, je suis pas complètement d'accord avec Jean-Philippe Maty, a réussi à quelque part confronter le passé de Vichy. Ça a pris beaucoup plus longtemps qu'en Allemagne. Ça a été beaucoup plus difficile. Il y a des deuils qui n'ont pas été, où il y a un passé qui ne passe pas, et c'est le passé colonial. Ça, c'est vraiment le passé de la guerre d'Algérie, le passé colonial est un passé qui ne passe pas, et qui est vraiment là dans la société française, parce qu'il y a en France une population très importante qui est issue des anciens pays colonisés, d'origine algérienne, ivoirienne, malienne, etc. Et là, ça, c'est vraiment une question historique importante à laquelle le pays n'arrive pas à faire face. Et justement, un parti comme le Front National fait appel justement à toutes les tensions que cela crée dans la société française. Donc, je ne pense pas que la France, plus que d'autres pays, a un mal particulier à se réconcilier avec son histoire. J'en ai pas vraiment l'impression. Tous les pays ont des histoires difficiles. Vous regardez en Europe de l'Est, beaucoup de pays ont énormément de mal à se réconcilier avec leur passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime communiste, etc. Donc ce sont des choses qui sont communes à beaucoup de sociétés. Donc je ne pense pas qu'il y ait une exception française là. Je voudrais revenir à quelque chose dont on a parlé un peu plus tôt, qui me semblait important. On parlait du rayonnement de la culture française dans le monde. Et c'est lié un peu à l'histoire, parce que je pense à mon propre domaine, je suis historien. Dans les années 60, 70, 80, l'école historique française avait une influence très importante aux États-Unis, notamment en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que tous les historiens, et pas seulement ceux qui faisaient l'histoire de la France, lisaient les historiens français, mais ils lisaient aussi ce qu'on appelle en anglais French Theory, ils lisaient Michel Foucault, Derrida, etc., etc. Et c'est plus vraiment le cas. Maintenant, l'école historique prédominante, c'est l'école historique anglo-saxonne, quelque part. Que lisent les historiens français? Ils lisent les historiens américains. Et quand on est historien de la France aux États-Unis, on peut s'en sortir sans lire en français, presque, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, je vois que Alison sourit, parce que quelque part, j'exagère un peu, mais il y a bien sûr, il faut lire en français, mais je pense qu'il y a là un changement profond qui s'est opéré, au moins au niveau universitaire, qu'il est important de noter. La France est devenue un pays normal. Non, ben disons, juste pour rebondir un peu sur ce que le professeur Boswell disait, en fait,
il y a une longue histoire tout au travers du XXe siècle d'échanges culturels entre la France et les États-Unis. Et ce qui est intéressant, bon, on a vécu le moment de la French Theory où tous les intellos américains les lisaient. Maintenant, nous sommes à un moment où ce sont les Américains qui les ont digérés, pour le dire un peu grossièrement. Et maintenant, ça fait le chemin inverse. Mais ça n'empêche pas un moment futur où on aura ce croisement de l'Atlantique de nouveau. Et on voit, pour parler de ce que je connais assez bien, le cinéma, on vit un moment où les Français s'inspirent beaucoup de la télévision américaine, la dite télévision de qualité. Et justement, nous sommes avec les spécialistes de cinéma, de plus en plus les spécialistes de cinéma en France parlent de la télévision américaine, comme les futurs réalisateurs des cahiers du cinéma parlaient de Hollywood des années 40 et 50. Donc l'histoire est à suivre avec ces croisements transatlantiques. Une autre question du public? Oui, je crois Wisconsin. C'est Floride, non? Florida, I think there was a question. Florida. Yes, please, go ahead. Florida a des questions, 2 points. D'abord par rapport à l'histoire et par rapport au Mali. Donc c'est important de dire par rapport aux colonies que le Mali a été aux côtés de la France en première ligne pour la guerre, pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est important de le dire. Et c'est pour ça que la France a été en première ligne pour aider le Mali. Deuxième chose, pour la politique étrangère, la France est toujours présente et on reçoit toujours des communiqués des consulats, des ambassades qui nous précisent qu'elle assiste toujours les pays, par exemple pour les Philippines, au typhon, avec une présence, un détachement de 60 sécurités civiles. Donc la présence est importante. La deuxième chose, par rapport au rayonnement culture France, on le sent toujours que la culture française est importante aux États-Unis. Toujours, pour nous ici aux États-Unis, à Miami, tout ce qui est, je dirais, organisé par la communauté française, on essaie toujours de faire un rayonnement très positif de la France. Et troisième chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question de la politique intérieure et politique économique actuelle. Et j'aimerais savoir quels sont les challenges actuels que la France doit conduire par rapport à toutes les taxes qu'il y a actuellement pour les entreprises et pour toutes les personnes du point de vue de la retraite aussi. Merci. Merci. Professeur Maty, challenge de la France du point de vue économique, qu'en pensez-vous? C'est évident. Il y a plus de 3 millions de chômeurs. On est revenu en France au niveau de la courbe du chômage à ce que la courbe du chômage était à la fin des années, au milieu des années 90, plus de 3 millions de chômeurs, 10,5% de chômeurs. Ça, c'est un problème économique important. Les Français, visiblement, ont du mal à vendre leurs voitures à l'étranger, par exemple. Donc, problème économique, oui. Certainement, c'est un pays qui a du mal à réagir à la crise et une partie de l'espèce de révolte contre le gouvernement socialiste aujourd'hui est liée à ces questions économiques, à ces questions commerciales. On a vu justement les bonnets rouges défiler en France et lancer une révolte anti-taxe. Le président a lancé aujourd'hui une réforme de la fiscalité en disant qu'il faut remettre à plat. Croyez-vous que la société française est prête à renégocier son contrat avec l'État et à revoir de fond en comble la manière dont, par exemple, les impôts sont levés en France? Ça prendra du temps. D'abord, le président Hollande a dit qu'il allait aller doucement et que ça prendrait au moins le reste de son quinquennat pour réaliser les problèmes d'impôts. Les problèmes d'impôts, ils sont les mêmes, encore une fois, puisqu'on a parlé d'exception française, les problèmes d'impôts, ils sont les mêmes partout dans les démocraties avancées, à mon avis. Il y a un débat sur l'impôt aussi aux États-Unis, sur la sécurité sociale, etc. Donc ça, je ne pense pas que ce soit un problème spécial pour la France, mais les Français regardent vers l'Allemagne et ils se sentent moins bien armés pour résister à la compétition internationale que les Allemands, ce qui est un fait. Et c'est intéressant que vous ayez
que vous ayez souligné les bonnets rouges parce que ça donne un peu d'eau à mon moulin au sens où j'ai voulu montrer que les images, que les perceptions de l'histoire de la France sont encore vivantes aujourd'hui. Les bonnets rouges, évidemment, ça fait référence aux Jacobins, à la révolte contre la monarchie, à mon avis. Et aussi, je crois que ce qui est très important, c'est que récemment, un des leaders de l'extrême gauche française a été très critique vis-à-vis de la mobilisation des Bretons, en disant que c'était des gens qui étaient au fond, qui étaient manipulés par leurs élites en Bretagne, et il a même parlé des cléricaux. Alors, quand on connaît l'histoire française, ça remonte loin, cette idée des cléricaux, et c'est intéressant de voir des hommes politiques qui continuent à utiliser ce genre de rhétorique. Et je pense que c'est important parce que l'idée, c'est qu'au fond, à l'extrême gauche, en tout cas, on voit toujours la Bretagne comme un pays catholique, un pays clérical, un pays qui a été du côté la Vendée et la Bretagne ont été contre la monarchie. Et je pense que ces images circulent toujours, même si elles n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de la France. Elles sont encore la manière dont la rhétorique politique française utilise des références très anciennes dans l'histoire du pays. Et c'est sans doute vrai dans des autres pays, mais c'est sans doute vrai en France dans ce cas particulier, par exemple. Merci. David, cette idée de France séparée de la Bretagne, d'une identité locale, régionale forte, est-ce que c'est quelque chose qui est un danger pour la France? Je peux que répondre en termes personnels, mais je pense qu'une des axes intéressants à considérer pour l'avenir, c'est justement la décentralisation de l'identité française. Bon, je ne peux pas dire dans le cas de la Bretagne si ça va être plutôt positif ou négatif, mais en fait, historiquement, la France a toujours eu une identité très centralisatrice. Et justement, on voit de différents secteurs dans la société d'aujourd'hui des pressions pour décentraliser l'identité française. Et une France de l'avenir, ce serait une France multiple. Et on voit différentes manifestations dans la société actuelle. Et pour moi, la décentralisation en général, ce serait plutôt positif. Professeur Boswell, comment voyez-vous la France du futur? Du futur, on a du mal à décerner des traits aujourd'hui. Je pense que on pourrait, pour rebondir sur ce dont on vient de parler, on pourrait penser qu'avec l'Union européenne, les régions, et c'est vrai dans beaucoup de pays européens, vont avoir une importance beaucoup plus grande. C'est-à-dire que les régions vont négocier directement avec Bruxelles, et donc on verra peut-être une décentralisation plus importante où des régions comme la Bretagne, la Bourgogne, le Nord, etc., auront des identités un peu plus distinctes. Elles ne vont pas se séparer du pouvoir central, mais il y aura une certaine décentralisation qui sera favorisée en fait par l'Europe. Je pense que c'est... Si on pense quelque part à quels sont les problèmes à laquelle la France fait face, il y a un problème qui est toujours un problème aujourd'hui, c'est le problème de la centralisation. Et la décentralisation, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir aux autorités locales dans les régions, peut amener à des politiques économiques, culturelles et même sociales au niveau régional qui seront quelque peu différentes et donneront une marge de manœuvre aux régions. Et je pense que c'est, puisqu'il y a quand même cette distanciation entre les élites et les citoyens. Les citoyens se sentent loin du pouvoir. Donc, quelque part, donner plus de pouvoir aux autorités régionales, c'est peut-être une voie d'avenir. Professeur Mathilde, la décentralisation, c'est un thème qui date de 1981, en particulier après l'élection du président Mitterrand. Est-il vraiment possible de l'accomplir dans la tradition française de centralisation qui a caractérisé le régime depuis sa formation? C'est la question qu'on a débattue depuis quelques 10 ou 15 minutes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des changements profonds dans la France, des changements de modalité très importants. La France a changé, la France est un pays moderne ou postmoderne. Ceci dit, il y a, comme vous le signalez, des traditions qui durent encore. Et ça, c'est vrai effectivement de tous les pays, je suis d'accord là-dessus. Mais dans le cas de la France, il y a cette tradition de centralisation qui rend très difficile
en tout cas pour les adversaires du gouvernement actuel, qui rend très difficile l'ajustement aux contraintes économiques contemporaines, aux contraintes économiques modernes. Donc, la centralisation, la France a beaucoup changé avec la régionalisation, etc. C'était d'ailleurs De Gaulle qui avait lancé ça après 68. Et donc, oui, il y a une certaine décentralisation, mais en même temps, les réflexes économiques restent les mêmes. Et donc, à mon avis, c'est sans doute une raison pour laquelle la France fait moins bien qu'un certain nombre d'autres pays européens et dans le monde pour trouver une manière plus souple, plus créative pour répondre aux défis économiques de la mondialisation. Nous sommes maintenant arrivés à peu près à l'heure de la conclusion de ce débat. Je voudrais d'abord remercier les participants des universités avec lesquels nous sommes en connexion aujourd'hui, le public et bien sûr nos trois intervenants pour une excellente présentation des questions fondamentales à laquelle la France est aujourd'hui confrontée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.